Bonjour. Dans cette séance, on va voir la correction de l'épreuve de physique ENSA 2019. Le premier exercice. On présente ci-dessous les trajectoires, le vecteur vitesse V et le vecteur accélération A au centre d'inertie G d'une balle où sigma F, le vecteur représentant la résultante des forces exercées sur la balle en mouvement. Donc on a trois situations. La question 21. Choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes. A. Le mouvement de la représentation numéro 1 est circulaire uniforme. Dans le cas 1, le mouvement ne peut pas être circulaire uniforme car l'accélération n'est pas radiale. Donc dans le cas de mouvement circulaire uniforme, l'accélération doit être dirigée vers le centre de trajectoire. Donc fausse. B. La trajectoire de la situation numéro 2 ne peut pas être rectiligne. Donc on a l'accélération, elle est collinéaire à la somme des forces. Donc on remarque que le vecteur vitesse V et l'accélération ne sont pas collinéaires. Donc dans ce cas, le mouvement ne peut pas être rectiligne. Donc c'est la proposition juste, c'est B. L'exercice 2. On dispose sur un plan horizontal trois corps M1, M2 et M3 de masse respectivement de 5 et 8 kg, reliés par des ficelles inextensibles de masse négligeable. Le corps M3 de 8 kg est entraîné par une force F d'intensité 60 N. Lors de mouvements des trois corps, les forces de frottement sont supposées négligeables. Donc la question 22. Les accélérations en mètres secondes moins 2 de M1, M2 dans cet ordre sont. Donc on a les trois corps sont liés par des fils inextensibles, donc ils auront même vitesse et par la suite même accélération. Donc la réponse juste est C. Les trois corps ont même accélération. La question 23. Les tensions T1 et T2 en newton des ficelles dans cet ordre sont. Donc pour le corps M1, voilà le corps M1, on applique la deuxième loi de Newton. Donc il est sous l'action de la force T1 et le poids P est l'action de plan horizontal R. En projetant la somme de ces trois forces sur l'axe OX, horizontal et orienté vers le sens du mouvement, on trouve que T1 est égal à M1 à G. On a la masse de corps 1 et 2 kg, 2 fois 4, donc c'est 8 newtons. On passe pour T2 maintenant. Le corps M2, elle est sous l'action de la force T2, d'une force T' qui est égale à T1 car le fil est inextensible et le poids P est l'action de plan R. En projetant la somme vectorielle des forces sur l'axe OX, horizontal et orienté dans le sens du mouvement, on trouve moins T1 plus T2 est égal à M2 à G. Donc T2 est égal à T1 plus M2 à G, qui est égal. Donc on a T1, on a trouvé c'est 8. La masse M2 c'est 5 fois 4. Donc 5 fois 4, 20, donc c'est 28 newtons. 8, 28. L'exercice 3. On considère un mobile de masse M relié à deux ressorts idiots R1, R2, de raideur K1 et K2, pouvant se déplacer sans frottement suivant un plan horizontal. Quelle formule vérifie la fréquence des oscillations de mobile? Donc pour trouver la fréquence, on doit trouver la pulsation. Donc on a T est égal à 2pi sur oméga et la fréquence c'est oméga sur 2pi. Donc la pulsation propre oméga 0. Donc l'équation différentielle s'écrit sur la forme x seconde plus oméga 0 x est égal à 0. Donc pour trouver la pulsation, on doit chercher l'équation différentielle de mouvement.
Lorsque le corps est en équilibre, il est sous l'action de deux forces. Donc on a le ressort 1 et le ressort 2. On suppose par exemple que le ressort 1 il est allongé et le ressort R2 est comprimé. Donc on a les forces. On a ici T1 et la force T2. Donc la condition d'équilibre, il dit que T1 plus T2 est égal au vecteur nul en projetant cette relation sur l'axe OX horizontal, par exemple orienté de gauche vers la droite. Donc on trouve que on a moins T1 plus T2 égale à 0. Donc on remplace, donc c'est moins K1 delta L1 plus K2 delta L2 égale à 0. Ça, c'est la condition d'équilibre. On passe maintenant au mouvement. Donc la deuxième loi de Newton donne T1 plus T2 plus P est égal à MAG. En projetant cette relation sur l'axe OX, donc on a moins T1. Donc T1 c'est K1. On doit ajouter à l'allongement l'abscisse X. Donc on a le ressort R1, elle est allongée. Donc delta L1 plus X. Plus K2. Pour le ressort R2, il est comprimé. Donc delta L2 moins X. La projection de poids c'est 0. Donc on a mx secondes. Donc on va développer cette expression. Donc on a moins K delta L1 moins K1, moins K1x plus K2 delta L2 moins K2x, c'est égal à mx secondes. Donc la condition d'équilibre, qu'est-ce qu'il donne? Que moins K1 delta L1 plus K2 delta L2 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins K1x plus K2x est égal à mx secondes. Ce qui donne à l'expression, on a ici moins. Donc moins K1 plus K2x est égal à mx secondes. Et finalement, l'équation différentielle x secondes plus K1 plus K2 sur m x égale à 0. Donc on a voilà la pulsation propre oméga 0 au carré. Donc la fréquence f qui est égale à oméga 0 sur 2pi, donc est égale à 1 sur 2pi, racine de K1 plus K2 sur M. Donc vous retenez par cœur l'équation différentielle dans le cas d'un corps en oscillation sur l'action de deux ressorts. Donc la question 25. La longueur L1 de ressort R1 à l'équilibre de mobile est donnée par la relation. Donc on a vu à l'équilibre, on a moins K1 delta L1, c'est la condition d'équilibre, plus K2 delta L2. Donc je remplace delta L par son expression. Donc c'est moins K1, donc L1 moins L0, plus K2, L2 moins L0, qui est égal à 0. Donc ça donne moins K1 L1 plus K1 L0 plus K2 L2 moins K2 L0 est égal à 0. Donc nous, on veut déterminer L1. Donc pour se débarrasser de L2, on va utiliser la relation T, la distance entre les deux extrémités des ressorts. On a, voilà, le ressort R1, le ressort R1, R2, la distance D,
est égal à L1 plus L2. On suppose que les dimensions du corps sont négligeables. Donc D est égal à L1 plus L2. Donc on tire L2 qui est égal à T moins L1. En remplaçant cette relation dans l'expression, donc L1 est égal à K1 moins K2 L0 plus K2T sur K1 plus K2. Si on veut déterminer L2, on utilise cette relation L2 égale à D moins L1. Donc la bonne réponse est C. C. Exercice 4. On considère le dispositif représenté ci-contre. Les deux ressorts sont de masse négligeable et présentent la même raideur qui est égale à 100 Nm moins 1. Les masses M1 et M2 ont la même valeur qui est égale à 1 kg. Choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes. Donc A, le ressort de haut s'allonge de 20 cm. Donc on a le ressort de haut. Donc voilà, le ressort de haut, c'est R1. Donc on a ici, puisque le ressort a une masse négligeable, donc on suppose que le ressort R1 est attaché à un corps de masse 2m, car les deux corps ont même masse. Donc on a ici le poids P et T. La condition d'équilibre, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que T est égal à P. Donc on a K delta L égale à mg. Donc il manque dans l'énoncé l'intensité de pesanteur. Donc on va prendre G égale à 10 Newton mètre moins 1. Newton par kilogramme, pardon. Donc on a delta L. Donc delta L est égal à mg sur K. Donc on a la masse, c'est 2m. 2m, pardon. Donc on a 1 kg fois 2, c'est 2 kg fois 10 sur 100. Donc delta L est égal à 0,2 mètres, qui est égal à 20 cm. Donc la bonne réponse est A. Donc c'est A. C'est A. Exercice 5. Une corde comme la montre la figure ci-dessous subit une perturbation se propageant de gauche à droite avec une célérité V égale à 5 mètres par seconde. Donc on a l'aspect de la corde. La question 27. La valeur de retard temporaire de taux de point M1, donc voilà le point M1, par rapport à la source S est. Donc on sait que V, la vitesse, puisque la vitesse est constante, donc est égale à Sm1 sur taux. Donc et par la suite, on a taux est égal à Sm1 sur V. Donc d'après la figure, on a Sm1 c'est 30 cm, donc c'est 30 10 moins 2 sur 5. Donc 30 divisé par 5 c'est 6. Donc c'est 6, 10 moins 2 secondes. Donc pour convertir en millisecondes, je dois multiplier par 1000. Donc c'est 60 millisecondes. Donc la bonne réponse est C. Question 28. La photo de la corde ci-dessous a été prise à une date choisie comme origine de temps. T0 égale à 0. La distance séparant le maximum d'amplitude de l'onde et la source à la date T1, c'est 0,220 secondes, sera 2. Donc on a la source S, on a le point M1, et on suppose que le maximum se trouve en point M. Donc on a ici la T0 égale à 0, on a ici T1. Donc on calcule la distance M1M, M1M, qui est égal à V fois T1 moins T0,
puisque T0 égale à 0, donc c'est T1 est égal à 5 multiplié par 0,2, 0,20 qui est égal à 1 mètre. Et là, d'après l'aspect de la corde, on a la distance SM1 est égale à 40 cm. Donc on a la distance c'est 1 mètre plus 40 cm, donc 0,40, donc c'est 1,40 mètres. Donc la proposition juste est A. Donc c'est A qui est la proposition juste. L'exercice 6. On considère deux objets A et B flottant sur la surface de la mer. Elles sont séparées par d'une distance d égale à 51 mètres et subissent une houle, c'est-à-dire une série de vagues d'amplitude 2 mètres, considérée comme une onde sinusoïdale de période t égale à 9,1 secondes. La distance qui sépare A et B est la distance minimale pour laquelle les deux objets vibrent en phase. À la date t égale à 0, l'objet A est au sommet de la vague. Donc la question 29. Parmi les 4 représentations ci-dessous, celle qui correspond au mouvement de l'objet A en fonction du temps est. Donc la représentation A, c'est à éliminer, car on a l'amplitude, elle est différente de 2. Pour la représentation 4 à éliminer, car l'amplitude est différente de 2. Donc il reste la représentation 1 et 3. Donc la représentation 1 à éliminer, car à l'instant t égale à 0, l'objet A est au sommet de la vague. Donc il reste la représentation 3. Donc c'est C. Donc la question 30. L'objet B à t égale à 0 se trouve. Donc on sait que les points A et B vibrent en phase. Donc à l'instant t égale à 0, le point A se trouve au sommet. Donc le point B se trouve aussi au sommet. A. La question 31. Les dates pour lesquelles l'objet A se trouve au creux d'une vague s'expriment par. Donc l'objet A se trouve au creux, c'est-à-dire en opposition de phase de sa position initiale. On sait que deux points vibrent en opposition de phase si la distance d est égale à 2k ou bien 2n plus 1 lambda sur 2, c'est-à-dire un nombre impair de demi-lambda, ce qui donne que t, on passe donc t est égal à 2n plus 1 t sur 2. Donc on a delta t puisque l'instant initial est nul, donc delta t égale à t. Donc ça donne t est égal à 2n sur 2 plus 1 demi fois t. Donc t est égal à n plus 1 demi fois t. Donc la réponse juste est D. Donc c'est D. Voilà. L'exercice 7. Soit 1, 0 le nombre de noyaux radioactifs présents à un instant T, considéré initial, d'une population de noyaux radioactifs, soit T1 demi le temps de demi-vie des noyaux constituant cette population. La question 32. Le nombre de noyaux n à l'instant n T1 demi qui reste au bout de la durée n T1 demi est. Donc on doit connaître l'expression par cœur. Donc on a n T1 demi qui est égal à n0 sur 2 au carré. Mais on va démontrer cette expression. Donc vous devez connaître cette expression par cœur. Donc pour la démontrer, on remplace. Donc on a n T1 demi est égal à n0 exponentielle moins lambda n T1 demi. Donc la relation qui relie lambda et T1 demi, on sait que lambda est égal à ln de 2
sur T1 demi. Donc n T1 demi qui est égal à N0 exponentielle moins n T1 demi fois lambda. Donc on a lambda, c'est Ln sur T1 demi. Donc on simplifie par T1 demi. Donc n, c'est pardon. Donc n T1 demi est égal à N0 exponentielle, c'est Ln de 2, moins n Ln de 2. Donc on sait que si on a A Ln de B qui est égal à Ln de B à la puissance A. Et on a aussi Ln moins Ln de A est égal à Ln de 1 sur A. Donc on va utiliser ces deux expressions. Donc n de n T1 demi est égal à N0, donc exponentielle Ln 1 sur 2 à la puissance n. Donc Ln avec l'exponentielle va disparaître. Donc c'est N0 multiplié par 1 sur 2 à la puissance n, qui est égal à N0 sur 2n. Donc cette expression doit être connue par cœur. L'exercice 8. On considère 4 circuits électriques A, B, C et D représentés sur la figure ci-dessous. Donc les 4 circuits sont alimentés à travers un interrupteur K par un générateur parfait de force électromotrice E. La bobine est supposée idéale, c'est-à-dire sa résistance interne est nulle et d'inductance L. Donc on passe à la première question. Donc on ferme l'interrupteur K à l'instant t égale à 0, soit I de t, le courant débité par le générateur. La question 33. Circuit A. Vers quelle valeur tend la tension UR au bord de la résistance R lorsque T tend vers l'infini, c'est-à-dire au régime permanent. Donc, au régime permanent, on a le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Voilà. Donc, dans ce cas, on a I égale à 0 et UC, il est différent de 0. Donc, à l'instant T égale à 0, T égale à 0, donc le condensateur, donc la tension est nulle. Donc, il se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, on a ici la tension UC est nulle, mais l'intensité, elle est différente de 0. Donc, on se base sur ces deux remarques pour répondre à la question. Donc, on a le générateur, on a l'interrupteur, on a résistance, capacité C. Donc, ça, c'est le circuit A. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, il y a un courant qui circule dans le circuit. Donc, lorsque T tend vers l'infini, c'est-à-dire en régime permanent, donc il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, un interrupteur ouvert. Donc, voilà. Donc, on a un circuit ouvert. Donc, on a le courant I égale à 0, ce qui conduit que UR égale à 0, car on a UR égale à RI. Ou bien une autre méthode. Donc, en régime permanent, on a UC égale à E. Donc, si on utilise la loi d'additivité des tensions, donc UR plus UC, c'était plus E qui est égal à E. Donc, ce qui donc UR égale à 0. Donc, la bonne réponse, c'est A. C'est A. La question 34. Dès la fermeture de l'interrupteur K, quelle valeur prend I de T dans le circuit B?
Donc je dessine le circuit B. Donc on a le générateur, on a l'interrupteur, voilà. Donc le circuit B. Donc dès qu'on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, donc on a vu qu'à l'instant t égale à 0, le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé. Donc interrupteur fermé, c'est-à-dire un fil conducteur. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a le générateur et les court-circuités. Donc le générateur est court-circuité. Donc l'intensité I est égale au courant de court-circuit, qui est égal à E sur R. Et puisque le générateur est idéal, c'est-à-dire on a sa résistance est nulle, donc ce qui tend vers l'infini. Donc on a I tend vers l'infini. Donc c'est la réponse D qui est correcte. La question 35, circuit C. Dès la fermeture de l'interrupteur, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, quelle valeur prend I de t? Donc dans le circuit C. Donc comme rappel pour la bobine, pour une bobine idéale, donc au régime permanent, il se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Si l'interrupteur est fermé, donc on a UL égale à 0, mais le courant il est différent de 0. À l'instant t égale à 0, donc il se comporte comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire I égale à 0, et on a UL est différent de 0. Donc, dans ce cas, donc pour la question 35, on a à l'instant t égale à l'instant initial, donc l'intensité de courant, donc à t égale à 0. Donc on a la bobine se comporte comme un circuit, un interrupteur ouvert. Donc voilà. Donc on a le courant I. Le courant I. Donc I est égal à quoi? Est égal à E sur R. Donc c'est la question B. C'est la question B. Donc la question 36. En régime stationnaire, c'est-à-dire le régime permanent, la tension au banc de R1 est, donc pour le circuit D. Donc en régime permanent, donc la bobine se comporte comme un interrupteur fermé. Donc on a la résistance, cette résistance R2, elle est court-circuitée, donc c'est comme s'il n'existe pas. Donc on a en régime permanent, la tension aux bornes de R1 est la même que celle aux bornes de condensateur. Donc on a UC égale à E. UC égale à E est égal à UR1. Donc la réponse juste est C. Donc on a UR1 égale à E. L'exercice 9. Dans le circuit électrique représenté sur le schéma ci-dessous, le commutateur est placé dans un premier temps à la position 1. Donc à la position 1, le condensateur se charge. De telle sorte qu'un régime permanent est atteint. À l'instant t égale à 0, il est placé en position 2. On s'intéresse à l'évolution du courant I de t en fonction du temps. Donc la question 37. Parmi les 4 évolutions sur le graphique, choisir la représentation qui traduit correctement l'évolution du courant I de t en fonction de temps. Donc on a 4 situations. Donc lorsque l'interrupteur est à la position 2, donc on s'intéresse au courant I à l'instant t égale à 0. Donc la loi d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne UC plus UR2 plus UR2.
on est dans cette maille-là, est égal à 0. Donc, à l'instant t égal à 0, le condensateur est chargé. Donc, E est égal à R2I plus R2I. Donc, on affecte ça d'un signe moins. Donc, on a le courant I est égal à moins E sur R2 plus R2, c'est-à-dire 2R2. Donc, on a le courant négatif. Donc, en valeur absolue, il donne E sur 2R2. Donc, c'est la représentation D qui est juste. Donc, la représentation D, c'est la question grande D. C'est la question grande D. Donc, l'exercice 10. Une onde plane monochromatique visible de longueur d'onde lambda éclaire une fente fine de largeur L dans un écran opaque. La figure de diffraction observée sur un écran de projection situé à la distance D derrière la fente présente une frange centrale brillante limitée par deux franges sombres. Donc la question 38. L'expression de la largeur de la frange centrale brillante de cette figure de diffraction est. Donc, vous devez connaître l'expression par cœur. Donc, on a tangente θ. Donc, on a, voilà la frange centrale. Elle est de largeur, par exemple, grand L. On a ici l'écart angulaire θ. On a ici la distance entre l'écran et la fente. Donc, tangente θ. Tangente θ, elle est sensiblement égale à θ, car l'angle θ est faible, qui est égal à L sur 2 sur D, qui est égal à L sur 2D. Et on sait que θ, c'est tangente θ égale à θ. On sait que θ égale à lambda sur A. Donc, on a ici, au lieu de A, pardon, donc on a la largeur de la fente, c'est petit l. Donc, lambda sur petit l est égal à L sur 2D. Et on tire L. Donc, L, c'est 2D lambda sur L. Donc, l'expression qui est juste, c'est A. Donc, voilà, c'est l'expression A. Donc, l'exercice 11. On réalise une pile avec les couples A3 plus AU3 plus AU et CE2 plus CI. CE2 plus initial et AU3 plus initial sont respectivement les concentrations initiales des ions du cuivre et de l'or. Un ampèremètre indique le courant électrique circule de la demi-pile or vers la demi-pile cuivre. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc la question 39. Choisir la proposition correcte parmi les 4 suivantes. Les électrons circulent, donc on a le courant, il circule de l'or, donc on a ici ampèremètre, vers le cuivre. Donc on a ici demi-pile, pente. Donc le courant, voilà le courant I. Donc les électrons, ils circulent dans le sens inverse. Donc c'est A. Donc la question 40. Le quotient de réaction initiale est exprimé par. Donc on a la cathode, donc le courant, elle passe de la borne positive vers la borne négative. Donc ici on a cathode, ici on a anode. Donc les électrons, donc il y a un gain des électrons dans le compartiment de l'or. Donc gain des électrons, c'est-à-dire AU3+, elle va gagner les électrons. Voilà les électrons qui arrivent. Donc les électrons arrivent au compartiment de l'or. Donc pour le compartiment de l'or, il y a gain d'électrons. Donc AU3+, plus 3 électrons, ça donne AU. Le compartiment de cuivre, il y a perte d'électrons. Donc le cuivre, donc Cu,
elle va donner Ce2+, plus 2 électrons. Donc, l'équation bilan, donc je dois multiplier ici par 3, ici par 2. Donc, c'est 2AU3+, plus 3Cu, ça donne 2AU plus 3Ce2+. Donc, QR, donc c'est Ce2+, à la puissance 3 sur AU3+, au carré. Donc, c'est A. Donc, c'est la proposition A.